Une écurie française qui joue le titre de champion du monde. Non, je ne suis pas Flavio Briatore rêvant à propos d'Alpine, je parle bien de Ligier. Ligier jouait les victoires à la fin des années 70 et croyait au titre avant que les choses basculent. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'écurie consacré à Ligier. C'est parti. Do you like it? Well, it's certainly interesting. It's more like a camouflage paint job than actually something that represents the sponsor's product, but it certainly will get a lot of photographs. Avant de parler de la création de l'écurie, il est obligé d'évoquer son fondateur Guy Ligier. Guy Ligier a été rugbyman avant de devenir pilote automobile à partir de la trentaine. Il courut dans les années 60 en voiture de sport et en F2 avec un bref passage en F1. En 1968, son grand ami Joe Schlesser se tue lors du Grand Prix de France. Guy décide alors de créer l'écurie Ligier qui court sa première course en 1970. Les voitures porteront les initiales JS en hommage à Joe Schlesser. Jusqu'en 1975, les Ligier vont courir dans des épreuves de voitures de sport et d'endurance, notamment au Mans. L'écurie remporte sa première victoire en 1974 dans une épreuve mineure, les 4 heures du Mans. Cette même année, les Ligier courent pour la première saison entière avec une 6ème place au Paul Ricard. L'année suivante, la Ligier JS2 de Guy Chasseuil et de Jean-Louis Lafosse termine 2ème des 24 heures du Mans. Suite à la demande de leur sponsor principal, les cigarettes Gitane, Ligier va courir en F1 dès la saison 1976. À l'issue de l'année 1972, Matra abandonne la F1, aucun autre constructeur français n'était venu remplacer la firme depuis. Ligier engage le concepteur des Matra F1, Gérard Ducarouge, pour concevoir la Ligier JS5 dont la boîte à air lui vaudra le surnom de Théière. Ligier n'engage qu'une voiture pilotée par Jacques Laffite qui réussit à terminer 3ème en Belgique puis 2nd en Autriche. Enfin, lors du GP d'Italie, Jacques termine 3ème après être parti de la pole position. Pour une écurie novice en F1, ce sont de belles performances. En 1977, cette tendance se confirme par la victoire de Jacques Laffite au GP de Suède. Cette victoire est la première d'un pilote français au volant d'une voiture 100% française, châssis et moteur. En 1978, Laffite terminera 2 fois à la 3ème place en Espagne et en Allemagne. C'est à partir de la saison 1979 que les voitures bleues vont réaliser de magnifiques performances. Dès la première course, Laffite et Patrick Depailler réalisent la première ligne avec une victoire de Laffite. Même scénario lors de l'épreuve suivante au Brésil, mais Laffite et Depailler réalisent le doublé. Jacques Laffite et Ligier se retrouvent ainsi aux commandes du championnat, invraisemblable pour une écurie née il y a à peine 3 ans. Mais cette période ne durera pas. Gilles Villeneuve et Ferrari reprennent les rênes du championnat à Long Beach, puis Alan Jones et Williams s'en mêlent. Mais force est de constater que les JS11 sont de bonnes voitures, les pilotes français réaliseront encore 2 premières lignes, et Depailler remporte la victoire en Espagne avant qu'un accident de parapente ne lui brise les jambes. C'est Jackie Hitz qui le remplacera pour le reste de la saison. Le rêve de titre s'envole pour cette année. La saison 1980 sera aussi une saison incroyable, Jacques Laffite manquant de remporter la victoire en Argentine à cause de son moteur. Son coéquipier Didier Pironi remportera la victoire sur le circuit de Zolder. Lors du GP de Grande-Bretagne, Didier Pironi et Jacques Laffite occupent la première ligne, le jour du 50e anniversaire de Guy Ligier. La course sera bien moins heureuse, mais Laffite remportera une autre victoire en Allemagne et Pironi écope d'1 minute de pénalité au Canada pour départ anticipé, ce qui lui coûtera la victoire. À la fin de la saison, les Ligier terminent vice-championnes du monde. Cette belle saison ne connaîtra jamais de suite. En 1981, la Ligier JS17 est une bonne voiture, mais avec comme plus gros défaut son manque de fiabilité. Cela n'empêchera pas Jacques Laffite de terminer sur le podium à 7 reprises, dont 2 fois sur la plus haute marche en Autriche puis au Canada. Laffite pouvait mathématiquement décrocher le titre mondial lors du dernier GP, mais il ne se classera que 4ème au championnat. La saison suivante, Jacques Laffite est dépassé par son coéquipier, l'américain Eddie Cheever, qui termine sur le podium à 3 reprises, dont une seconde place à Détroit. Jacques Laffite quitte l'écurie à la fin de l'année. La saison 1983 sera très mauvaise. Jarier et Roll Boesel ne ramènent pas le moindre point. En 1984, malgré un passage au moteur Renault, Andrea De Cesaris ne marque que 3 points, dont un grâce à la disqualification des Tyrrell, tandis que François Esnault ne fera pas mieux qu'une 7ème place aux Pays-Bas. En 1985, Jacques Laffite fait son retour chez Ligier et lui redonne ses lettres de noblesse en terminant 3ème en Grande-Bretagne et en Allemagne, puis 2ème en Australie tandis que son coéquipier Strife termine 3ème. En 1986, Laffite termine 3ème en début de saison puis second à Détroit. Alors qu'en Grande-Bretagne il vient de battre le record de GP disputé avec 176 courses, Jacques Laffite est victime d'un carambolage, il se casse les jambes, ce sera la fin de sa carrière. En 1987, l'écurie Ligier retombe au bas du classement avec un seul point ramassé par René Arnoux, puis aucun en 88 et 3 en 89. Les 2 saisons suivantes verront les voitures bleues terminer avec un score vierge. À la fin de la saison 92, quand Boutsen et Comas donnent 6 points à l'écurie, Guy Ligier abandonne la direction.
En 1993, l'écurie reprend des couleurs grâce aux pilotes britanniques Brundle et Blundell qui termineront 3e à 3 reprises. En 1994, Flavio Briatore rachète l'écurie et y place le champion du monde de F3000, Olivier Panis. La saison est terne sur l'ensemble, avec comme exception le Grand Prix d'Allemagne, les Ligier de Panis et Bernard terminant respectivement 2e et 3e de la course. Précisons que lors du départ, une dizaine de voitures se trouvent hors course après 2 carambolages. La saison suivante, Brundle termine 3e en Belgique, tandis que Panis termine second en Australie. Et en 1996, lors du GP de Monaco, Olivier Panis remporte une victoire inimaginable, la première d'une Ligier depuis 15 ans. En 1997, le quadruple champion du monde Alain Prost rachète l'écurie Ligier et donne son nom aux monoplaces, devenues les Prost GP. Aujourd'hui, quand on parle de Ligier, on pense aux voitures sans permis, mais aussi aux voitures que l'on a vues en démonstration au GP Explorer 3. L'équipe Ligier aura été le fleuron de la France en sport auto, avant de sombrer peu à peu. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et à nous suivre sur tous nos réseaux. Ciao!